11 novembre 1918. Après plus de 4 ans de conflits brutaux, les canons de la Première Guerre mondiale se taisent enfin. L'Empire allemand s'effondre. Le Kaiser abdique et la République Weimar est proclamée. Héritant d'une nation humiliée par la défaite et accablée par les dures conditions du traité de Versailles, de travers l'Allemagne de l'agitation politique, les difficultés économiques et les troubles sociaux créent un terrain fertile pour les criminalités violentes et l'extrémisme politique. Des villes comme Düsseldorf luttent contre les montées du chômage. Les pénuries de logements est une force de police sous-financée, rendant leurs rues de plus en plus dangereuses, tandis que l'Allemagne tente de se reconstruire des cendres de la guerre. Dans l'ombre d'un prédateur et déviants sexuels commence à traquer ses victimes sans méfiance. Ces attaques sadiques choquent la ville, et lui valent l'un des surnoms les plus tristement célèbres de l'histoire criminelle allemande. Le vampire de Düsseldorf. Son nom est Peter Kürten. Peter Kürten est le 26 mai 1883 dans la ville de Milheim, alors partie de l'Empire allemand. Il était l'aîné de 13 enfants dans un foyer profondément pauvre et violent. Son père, un gros buveur, était violent envers ses femmes et ses enfants. Cet environnement de peur constante, d'humiliation et de dégradation a laissé des cicatrices psychologiques durables sur le jeune garçon. Dès son plus jeune âge, Kürten montrait un comportement troublant et l'adolescente. Il s'est tourné vers le petit vol, fréquentant des garçons plus âgés qui lui ont appris le cambriolage et des survies dans les rues. À l'âge de 14, Kürten s'était enfui de chez lui et s'était installé dans la ville de Koblenz. Il entamait une brève relation avec une prostituée de son aîné. En 1904, Kürten était enrôlé dans l'armée impériale allemande. Cependant, il rapidement déserte car les vies militaires s'évitèrent ses personnalités indisciplinées. Rebelle, en conséquence, Kürten était jugé par le tribunal militaire et reconnu coupable de désertion et plus de plusieurs chefs d'incendie criminels, de vol et de tentatives de vol. Il a ensuite été emprisonné de 1905 à 1913. Sa libération, les crimes de Kürten sont passés du vol et des violences physiques. En 1913, il a commis son premier meurtre connu tuant Christine Klein. Il s'est introduit chez la famille Klein-Colonie avec l'intention de voler. Mais rencontré Christine âgée de 9 ans, endormie dans son lit et étranglée. Lui-même, Kürten a tenté d'étrangler une jeune fille de 17 ans, Gertrude Franken de Düsseldorf. La jeune fille est finalement survécue à l'attaque et en reste traumatisée. La Première Guerre mondiale commence le 28 juillet 1914, entraînant de grandes puissances d'Europe dans un bain de sang de 4 ans. Au début de la guerre, Kürten était en prison, purgeant une peine pour une série d'incendies criminels de cambriolage. Il est resté incarcéré pendant la majeure partie de la guerre, évitant complètement le service militaire. Son temps derrière les barreaux endurcit sa personnalité. Lorsqu'il était libéré en 1927, l'Allemagne était un pays différent. La guerre s'était terminée par une défaite. La monarchie avait disparu. La République doit lutter pour maintenir la stabilité. L'inflation, la pauvreté et l'agitation politique ont créé une atmosphère d'incertitude dans laquelle les forces de l'ordre avaient du mal à maintenir l'ordre. En 1923, Kürten épouse Augusta Skolf, une ancienne prostituée qui avait purgé une peine de prison pour avoir tiré et tué son fiancé. Le mariage donne à Kürten un autre vernis de respectabilité, qu'il a utilisé pour dissimuler ses activités criminelles en cours. Pour les premières fois de sa vie, Kürten a obtenu un emploi régulier, devenant également un responsable syndical actif, bien qu'à l'exception de ce fait, il n'eut aucune amitié proche. En 1925, il retourne avec sa femme Düsseldorf, puis il rapidement entame des liaisons avec une servante Tidé et une femme de chambre nommée Meg. En 1929, les compulsions de Kürten avaient atteint un point de rupture. Cette année marquait le début d'une longue vague d'agressions et de meurtres à Düsseldorf, suivi d'attaques supplémentaires début 1930 qui maintinrent la ville en alerte. Le premier meurtre connu de Kürten dans cette série eut lieu le 8 février 1929. La victime était Rose Oliger, juste une petite fille de 9 ans. Kürten l'a d'abord étranglée jusqu'à l'inconscience, puis il l'assassine avec une paire de ciseaux, et au final mis son corps au feu. 5 jours plus tard, Kürten a assassiné Rudolf Schitt, un mécanicien de 45 ans. Les similitudes entre les deux attaques ont convaincu les enquêteurs que le même agresseur était l'œuvre. En août de la même année, Kürten avait étranglé et poignardé plusieurs reprises Marie avec 21 ans. Ses restes ont été localisés plusieurs mois plus tard, après que les autorités aient reçu une lettre anonyme et une carte dessinée à la main indiquant le lieu de sépulture. Marie a également été violée par Kürten. Plus tard ce même mois, il a commis 3 agressions au couteau distinctes dans une seule nuit, laissant une jeune fille de 18 ans, un homme de 30 ans et une femme de 37 ans gravement blessée. Quelques jours plus tard, sur un champ de foire à Düsseldorf, il a suivi 2 sœurs adoptives alors qu'elles rentraient chez elles. Il a d'abord assassiné les sœurs cadettes, Gertrude Amaché, avant de poignarder et de tuer Louise. Aucune des filles n'avait été agressée sexuellement. Le lendemain, Kürten approchait Gertrude Schultz, une colocataire de 27 ans, et qui il avait ouvertement demandé d'avoir des relations sexuelles avec lui. Après avoir été repoussé, Kürten crie et bien meurt alors, avant de poignarder la femme et plusieurs reprises. Schultz a survécu ses blessures, bien qu'elle n'ait pas pu fournir aux enquêteurs une description claire de son agresseur. Au-delà de supposer son âge autour de 40,
En octobre 1929, Curtin attaque une servante de 22 ans nommée Elizabeth derrière. Le frappe les tempes droite avec un marteau. Il est ensuite frappé à plusieurs reprises à la tête et aux deux tempes, les laissant pour morte. Derrick a été retrouvé dans le coma 6 heures le lendemain matin et est décédé de ses blessures le jour suivant. Pete Curtin l'a également violé. Le mois suivant, Phil a assassiné Gertrude Alberman, une enfant de seulement 5 ans. Curtin l'a persuadé de l'accompagner à une section de terrain battue et étrangle. Assassiner Gertrude. À cette époque, les meurtres commis par l'individu, que les presses avaient surnommé le vampire de Düsseldorf, reçut une attention nationale et internationale considérable, en raison de la sauvagerie pure de meurtre, des origines diverses des victimes et des différentes méthodes par lesquelles elles avaient été agressées ou assassinées. Le police et les presses ont émis l'hypothèse que des séries d'agressions et de meurtres étaient l'œuvre de plus d'un agresseur. La dernière victime de Curtin fut Maria Budilove, une femme tchèque arrivée à Düsseldorf en 1930 cherchant du travail illégal. Un sans-abri la harcèle et un étranger bien habillé que nul autre que Pete Curtin. Le chassé propose son aide. Il l'invitait chez lui Metmanestre pour manger et boire. Budilove déclare qu'elle n'était pas intéressée d'avoir des relations sexuelles avec lui. Gort calmement accepte et proposait de le conduire à un hôtel. Au lieu de ce il l'attirait dans une zone boiseuse et essayait de l'étrangler. Maud et Provaste échappé et plus tard décrit l'attaque sous une lettre mal adressée. Découverte par un employé de l'époque, la lettre est parvenue, le police quitte avec son aide. Il retrouvait Curtin à son domicile de Metmanerstrasse. Lorsque le police a fouillé son domicile, Curtin s'est discrètement éclipsé, réalisant que les autorités savaient maintenant qui il était. Il avouait à ses femmes qu'il avait attaqué Badi Harbour, et craignait que son passé criminel ne signifie 15 heures de travaux forcés. Avec son accord, Curtin s'est caché et n'est pas rentré chez lui avant le 23 mai. Cette nuit, il lui révélait toute la vérité qu'il était le vampire de Düsseldorf qu'il exhortait à réclamer la récompense substantielle pour ses captures. Le lendemain, les femmes de Curtin qui ignoraient qu'il était un meurtrier le signalent à la police, conduisirent ses captures près de l'église de Zomtrocheux. Regarde à vue. Il avoue librement les meurtres de Düsseldorf et bien plus encore. Curtin a admis un total de 68 crimes, dont 9 meurtres et 31 tentatives de meurtre. Il parle ouvertement de ses crimes et décrivit les détails comme où il buvait parfois le sang de ses victimes. Les psychiatres ont conclu qu'il n'était pas fait plein de conscience et maître de ses actes. Le procès de Curtin commence le 13 avril 1931. Puis il fit face à 9 chefs d'accusation de meurtre et 7 de tentatives de meurtre. Au début, il plaide non coupable pour cause de folie, assis à l'intérieur d'une cage de fer spécialement construite pour le protéger des proches furieux des victimes. Quelques jours après le début du procès, Curtin change son plaidoyer coupable. Ne montre aucun remords. Il affirme que sa seule préoccupation était d'obtenir l'argent de récompense pour ses femmes. Des experts ont démantelé ses défenses d'aliénation mentale, témoignant que ce crime était motivé par un plaisir sadique et une cruauté calculée. Après seulement 2 heures de délibération, le Vosgil déclaré coupable de tous le chef d'accusation. En avril, Curtin fut condamné à mort. Il ne fit pas paix, bien qu'il ait demandé d'écrire de lettres d'adieu à ses femmes et aux familles des victimes, ce qui lui fut accordé. Le soir du 1er juillet 1931, Carton reçut son dernier repas. Il commandait à Rionechny une bouteille de vin blanc et de pommes de terre frites. Carton mange tout le repas avant de demander une deuxième portion. Le personnel de les prisons décide d'accéder à sa demande. À l'aube du 2 juillet 1931, Pete Curtin, âgé de 48 ans, marcha vers la guillotine dans les prisons de Klingel puis de Cologne. Quelques instants avant sa décapitation, il se tourna vers le psychiatre de les prisons et demanda « Dites-moi, après que ma tête aurait été coupée, pourrais-je encore entendre ? Au moins un instant, le son de mon propre sang jaillissant de la souche de mon cou ?» Lorsqu'on lui demanda ce dernier mot, Curtin sourit simplement et répondit non. Après son exécution, la tête de Curtin fut coupée en deux et momifiée. Le cerveau fut retiré et soumis à une analyse médico-légale dans le but d'expliquer ses personnalités et son comportement. Les examens du cerveau et du corps de Curtin ont révélé que par une hypertrophie du thymus, il ne souffrait d'aucune anomalie physique. Merci d'avoir regardé les chaînes Wildrist J. N'oubliez pas d'aimer, de vous abonner et de cliquer sur l'icône de notification en forme de cloche pour ne pas manquer nos prochains épisodes. Nous vous remercions et nous vous retrouverons les prochaines fois sur les chaînes.